Merci à tous pour reprendre vos places. Après cette très très belle introduction du professeur Mercadal et ses premiers ateliers avec beaucoup d'humour et d'emphase, nous a présenté les quelques questions relatives à la pratique du droit, du droit ou disons du common law et du droit civil. Nous allons nous tenter un second atelier que nous avons appelé Dérive des continents. Dérive des continents, et donc autour de cette question, la question en fait de l'extraterritorialité, la question de l'extraterritorialité et des juridictions. Alors, j'ai pour m'accompagner sur ce splendide panel Sophie Schiller, professeure en droit privé à l'université de Dauphine, Marie-Aude Ziadé, qui est aujourd'hui directrice juridique contentieux chez notre ex-Areva, aujourd'hui appelée Orano, Jacques Bouissou, avocat associé chez Alérion, François Georges, délégué général d'ICC France, et Pierre Servan-Schreiber, avocat, médiateur et arbitre. Toutes ces personnes aujourd'hui présentes à cet atelier sont, comme l'a très gentiment dit Pierre Servan-Schreiber juste avant le début de l'atelier, des compagnons de route de l'AFJE depuis longue date, et je les en remercie, et sont ici pour essayer tous ensemble d'évoquer cette question. Alors moi j'ai envie de commencer par une toute première question, c'est de quoi parle-t-on? C'est quoi l'extraterritorialité? Alors je vais me retourner et je vais me tourner vers Pierre et je vais demander à Pierre, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'extraterritorialité? Juridiquement c'est assez simple, c'est le concept qu'une loi d'un État peut s'appliquer en dehors des frontières de cet État. Bon. Jusque-là ça va, là où ça se complique un petit peu, c'est que il y a des lois et des réglementations qui ont des effets extraterritoriaux alors même que ce n'était pas prévu. Alors pour rentrer un peu plus dans le concret, pour les Américains, au plan juridique, il n'y a pas vraiment de difficulté. Ils considèrent que les lois américaines ne s'appliquent qu'à ceux qui y sont soumis et qu'elles n'ont pas vocation à être extraterritoriales. C'est d'ailleurs la Cour suprême qui l'a dit dans un arrêt Morrison contre National Bank of Australia, où elle a dit « À moins que le législateur n'ait spécifié que la loi avait un effet extraterritorial en précisant lequel, nous n'avons pas vocation à régir les problèmes du monde entier. » En réalité, ce qui se passe, c'est que l'évolution jurisprudentielle américaine a fini par considérer que tout ce qui avait un effet aux États-Unis ou qui trouvait son origine aux États-Unis, the Effect and Conduct Doctrine, rendait la loi américaine applicable. Et puis, ça n'a même pas suffi apparemment, puisque pour un certain nombre de sujets, parmi lesquels la corruption, les États sous sanction, le financement du terrorisme, de la drogue, etc., les États-Unis ont considéré que n'importe quel lien de rattachement avec les États-Unis, y compris la seule utilisation du dollar dans une transaction, rendait les parties susceptibles de tomber sous le coup des réglementations américaines. Alors, est-ce que c'est un sujet, j'allais dire, qui n'adresse, tu donnais des exemples sur les États-Unis, que le droit américain, ou aussi le droit anglais, ou d'autres droits, j'allais dire, très connus? Oui, ça existe aussi en droit anglais, particulièrement avec le Bribery Act. Ce qui fait que le droit américain est plus sensible, je dirais, notamment pour les groupes français, c'est de ça dont on parle ici et aujourd'hui, c'est simplement la puissance économique et politique américaine. Il y a très peu de groupes qui sont représentés ici et qui n'ont pas une partie de leur activité aux États-Unis. Et les Américains ont tendance, enfin les autorités américaines ont tendance à considérer tout simplement que si vous faites des affaires chez nous, vous acceptez le droit qui s'applique chez nous. Et donc vous y êtes soumis. Et cette extraterritorialité, elle n'est donc pas juridique, elle est de fait. Très bien, donc nous avons posé le point, merci Pierre. Alors la deuxième question qui me vient, et je crois que Pierre pourrait y répondre en partie, puis François aussi certainement aura des choses à en dire, c'est ok, très bien, donc on peut se dire comme ça intellectuellement que du coup on serait soumis à un droit qui n'est peut-être pas complètement dans notre droit, mais d'où cela peut-il provenir? Est-ce que ça semble être, j'allais dire, intelligent de le faire ainsi? Et on en parlera aussi pour savoir si d'autres réagissent ainsi, mais est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est une stratégie qui relève d'une volonté particulière de pousser un droit? Est-ce économique? Est-ce juridique? Comment est-ce que l'on peut interpréter ça au vu des quelques années passées de cette expérience?
C'est économique, c'est juridique, c'est politique, c'est tout ça à la fois. L'idée, c'est de dire aux entreprises, on va arrêter de se gargariser de grands mots, on va faire les choses simplement. Nous avons de bonnes raisons de penser que vous avez commis un manquement à une des règles qui sont applicables, qui vous sont applicables. Est-ce que vous voulez la jouer classique ou moderne? Classique, c'est le triangle avec le juge, une partie demanderesse, une partie défenderesse. Moderne, c'est vous l'entreprise qui allez faire tout le boulot. Et puis ensuite, on vous dira combien d'argent on va vous prendre et quelles autres misères on va vous faire. Et si vous dites, oh, finalement, classique, j'aime bien parce qu'il y a un juge, tout ça, il y a une certaine indépendance, là, les sanctions tombent immédiatement, en fait. C'est-à-dire des interdictions d'exercer sur le territoire américain, des mises en examen personnelles des dirigeants, etc., etc. Donc, en réalité, aucune entreprise n'a pris cette voie-là jusqu'à maintenant. Aucune. Toutes ont pris la voie moderne, donc un peu contrainte et forcée. Et cette voie moderne, donc, ça consiste à pour l'entreprise, demander à ses propres avocats de rechercher dans tous les coins et les recoins du périmètre qui aura été négocié avec les entreprises les preuves des manquements. Ensuite, de les apporter et là, de négocier la sanction qui sera donc conventionnelle. Avant de passer, François, à vous poser cette question, j'ai envie de rebondir sur ça et peut-être demander à Marie-Aude, Marie-Aude, par rapport à ce que disait Pierre, est-ce qu'il y a eu des cas concrets comme ça? Est-ce que vous vous êtes retrouvés avec des cas concrets où finalement, dans cette façon de faire, vous avez dû répondre, aller chercher tous les éléments, demander à des avocats, enfin, ceci vous est-il arrivé? Oui, alors fort heureusement, pas sous le FCPA, donc voilà, pourvu que ça dure. En revanche, oui, nous avons eu à le vivre. C'est une réalité quotidienne pour les grands groupes comme les nôtres. C'est une psychose aussi pour nos dirigeants, il faut le dire. Moi, je l'entretiens, cette psychose, parce que mon métier, c'est de leur dire qu'on ne peut plus aujourd'hui se permettre d'être même moyennement ni aucunement intransigeant vis-à-vis de ces sujets. Pendant très longtemps, les dirigeants d'entreprise ont considéré que bon, ça va, c'était loin, et puis ça arrive toujours aux autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas une réalité, d'autant plus avec la loi Sapin 2 aujourd'hui qui nous occupe beaucoup en interne. Donc oui, c'est une réalité, c'est un travail colossal en interne quand ça arrive, à la fois en termes de moyens humains et effectivement moyens financiers. Ça coûte une fortune pour l'entreprise, puisque comme le disait Pierre, les frais sont pour l'entreprise. C'est ensuite à négocier avec les autorités, mais sans compter le monitorat derrière, lorsque nous mettons ensuite en œuvre les mesures correctives éventuelles. Pendant un certain nombre d'années, ensuite, ça reste très coûteux d'être sous surveillance. Donc on n'a pas eu, heureusement, chez Orano à vivre cela, mais c'est une réalité quotidienne d'un certain nombre de grands groupes industriels comme les miens. Donc on fait très très attention à ces problématiques. François, j'ai envie de vous dire, vous avez organisé l'année dernière un colloque sur le sujet de l'extraterritorialité. En 2017, si je ne m'abuse, vous avez un groupe de travail qui réfléchit à toutes ces questions sur les impacts et sur les problèmes de compétitivité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre analyse, j'allais dire, et votre réflexion d'un point de vue compétitivité économique pour les groupes qui sont des groupes français et groupes européens? Alors c'est exact, Stéphanie, que l'année dernière, nous avons organisé un séminaire sur ce sujet. C'est un peu pour ouvrir le bal, d'engranger un certain nombre d'éléments et permettre de construire une approche d'entreprise sur ce sujet. Je voudrais rappeler que la mission fondamentale de la Chambre de commerce internationale, c'est de promouvoir, c'est de défendre le libre-échange et le commerce international en vue d'une croissance économique durable, et que pour ce faire, elle a besoin de règles juridiques qui soient stables, prévisibles et claires. Et le constat que nous avons fait, c'est que une application extraterritoriale excessive et pas toujours légitime et de contribuer à nuire au commerce et à l'investissement au niveau mondial. On a senti une recrudescence de ces mesures extraterritoriales ces dernières années, et on peut penser que dans l'avenir, elles vont également se multiplier. Elles proviennent généralement d'un certain pays, mais rien n'empêche de penser que dans l'avenir, d'autres grandes puissances économiques, à commencer par la Chine, pourraient vouloir aussi avoir une application extraterritoriale de leurs droits.
Donc c'est pour ça qu'on a voulu nous approcher le problème, alors pas trop dans le rapport de force qu'on voit habituellement entre les grandes puissances économiques. On a voulu se démarquer de ça et essayer d'utiliser les avantages de la Chambre de commerce internationale, qui est l'Organisation mondiale des entreprises, et donc essayer d'avoir une approche consensuelle de l'ensemble des entreprises au niveau mondial sur ce sujet, de manière à ce que la Chambre de commerce internationale puisse le porter devant les grandes instances internationales. La première auquel nous pensons, ce sont les Nations Unies, et nous avons l'avantage, c'était déjà le cas dans le passé, nous avons l'avantage maintenant depuis le 1er janvier 2017 d'avoir le statut d'observateur à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors on a travaillé sur des recommandations auxquelles on va revenir tout à l'heure. D'emblée, je préfère vous dire qu'elles peuvent vous paraître un peu naïves et un peu et peu réalistes. Mais je crois que ce qui est important, c'est que nous, on fasse entendre la voix des entreprises au niveau mondial et qu'elles soient entendues dans les grandes instances dont j'ai commencé déjà à parler. Nous considérons que cette application extraterritoriale, la mesure où elle est excessive, on y reviendra, a des conséquences négatives de trois ordres. Ça crée une insécurité juridique. Ça entraîne, vous l'avez dit, des surcoûts importants pour les entreprises, et je considère aussi que c'est source de distorsion de concurrence. En matière d'insécurité juridique, une entreprise va hésiter à prendre le risque d'intervenir sur un marché d'un pays qui est sous sanction par rapport au risque qu'elle encourt, et elle va de ce fait-là se priver de débouchés commerciaux auxquels elle pourrait prétendre. En matière de sécurité juridique, on peut aussi évoquer, on ne l'a pas encore fait, mais le rôle des banques. Je prends beaucoup mes exemples sur le cas de l'Iran parce qu'il est assez emblématique. Les banques, pour parler que de celles-ci, les banques françaises, sont extrêmement timorées et font preuve d'un over-compliance, on dirait en anglais, d'une surconformité, parce qu'elle ne veut pas prendre, et ça a été évoqué, le risque de perdre leur licence à opérer dans un marché comme les États-Unis. Et donc, du coup, elle prive les entreprises françaises, particulièrement les PME qui voudraient se développer sur l'Iran, des ressources financières qu'elles ont pour se développer sur ce marché. Il y a aussi le risque du chevauchement des exigences légales entre deux législations de deux États différents qui conduisent les entreprises, pour se conformer à la loi d'un pays, d'être amenées à violer celle d'un autre. Sans parler du risque de double peine pour le même fait, en contradiction avec le principe du non bis in idem. Donc ça, c'est les risques juridiques. Si je permets de continuer sur les risques qui sont liés au surcoût, on les a déjà évoqués. Il y a effectivement le fait qu'une entreprise va être obligée, qui a déjà des problèmes de conformité, va être obligée d'en ajouter d'autres pour pouvoir démontrer qu'elle respecte la législation d'un autre pays. Donc il y a non seulement de couches de conformité qui sont source de surcoût. En droit de la concurrence, l'obligation aussi dans des opérations, par exemple, de concentration, de se conformer aux procédures de différentes autorités nationales de concurrence est source d'extrêmement de surcoûts et de ressources à mettre en place pour cela. Je pense aussi à Areva, par exemple, les histoires de contrôle export. Il y a des obligations qui se sont élargies au niveau européen, mais non seulement les entreprises doivent se conformer à ces nouvelles obligations en contrôle export, d'élargissement, mais aussi à celles d'autres pays, de pays tiers, si par hasard il y avait un ressortissant d'un de ces pays qui serait impliqué dans le développement de la technologie. Donc tout ça, ce sont des sources de surcoût pour l'entreprise. En matière de distorsion de concurrence, je serais
assez direct là-dessus, on peut penser quand même que certaines sanctions économiques sont pas toujours motivées par des raisons légitimes, mais souvent peuvent être inspirées par des raisons commerciales. J'avais dit l'autre jour dans la préparation, là, il y a l'exemple, toujours iranien, des contrats d'Airbus face à Boeing. Airbus qui avait négocié des contrats avec le gouvernement iranien ne pouvait pas confirmer la commande et vendre ses avions tant que l'OFAC n'avait pas donné son feu vert sur les 10% de composants américains dans les avions Airbus. Ce qui a permis pendant cette période-là à Boeing de mieux se préparer. Boeing était soumis aux sanctions primaires, mais il avait le droit de négocier mais pas de vendre, mais il a réussi à suffisamment faire de lobbying auprès du gouvernement américain pour obtenir à peu près en même temps que Airbus le droit de vendre ses avions. L'affaire, ça date de 2016, je crois. Ça a évolué pas maintenant, mais bon, tout évolue, surtout avec l'administration américaine actuelle, mais là, pour moi, ça contribue à la distorsion de concurrence. Il y a la conséquence commerciale pour les fournisseurs, les tiers, qui sont par exemple les fournisseurs ou les sous-traitants d'entreprises qui sont inscrites sur les fameuses listes SDN faites par le FAC et pour lequel les tiers sont interdits de relation parce qu'elles ont cette entreprise sur la liste SDN a engagé des relations commerciales avec une entité iranienne. Et ça, on est bien dans les distorsions de concurrence ou de concurrence déloyale, puisque ça peut amener des entreprises à faire faillite, et surtout des entreprises quand elles sont tiers, qui finalement n'ont rien à voir là-dedans, et qui vont plus être payées par l'entreprise qui a été inscrite sur la liste SDN, et qui peut les mettre vraiment, surtout si des petites entreprises, dans des situations assez difficiles. Et on peut parler aussi en matière de distorsion de concurrence, dernier exemple que je vais prendre, c'est les investigations qui sont faites dans le cadre des procédures FCPA en matière de lutte contre la corruption, qui conduit à des investigations dans les entreprises françaises et qui peuvent amener à révéler des secrets d'affaires. Voilà. Et puis il y en a d'autres exemples, je vais répondre sur la fiscalité aussi, où il y a pas mal en matière de révélation. L'excès de transparence en matière fiscale est aussi... enfin bon, je ne vais pas m'étendre sur la fiscalité, on pourra y revenir dans le débat si vous voulez. Et ça peut même conduire à révéler des données personnelles. Voilà. J'ai voulu donner quelques exemples des risques et qui nous conduisent, nous, à vouloir réagir. On reviendra sur les recommandations après. Alors, merci beaucoup, parce que je crois que n'en jetez plus, la cour est pleine. J'ai envie de dire que l'extraterritorialité, on en voit les risques évidents. Et merci François, parce que ça nous met en perspective la réalité pour nos entreprises françaises. Je suis contente qu'il n'y ait pas trop de dirigeants dans la salle, parce qu'ils frémiraient tous. Mais je crois que c'est une réalité. Donc il ne s'agit pas de dire qu'ici, ça ne l'est pas. Donc je crois que c'est une réalité. Après, du coup, j'ai envie de jouer un peu l'avocat du diable, et c'est mon rôle. On disait au tout début, et tu disais, oui, finalement, ces lois extraterritoriales ne sont pas justifiées. Alors moi, j'ai envie de poser la question à notre professeur, et j'ai envie de dire à Sophie Schiller, est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que ça se fonde vraiment sur quelque chose qui n'est pas justifié ? Et est-ce que cette notion d'extraterritorialité, donc comme l'expliquait Pierre, de venir, j'allais dire, s'adapter et s'imposer à un pays extérieur, est-ce que quelque part on peut y trouver une justification ? Oui, et en effet, je vais prendre une posture qui est habituellement prise dans les débats que j'ai par les ONG, qui sont très en défense de cette position-là, mais j'aurais espéré qu'il y en ait dans la salle, parce que souvent elles m'attaquent pour voir que là je défends leur position. Non, il y a de claires justifications quand même qui expliquent à l'origine cette démarche, et j'entends toutes les dérives que vous avez évoquées et qui sont pour l'essentiel tout à fait réel, et c'est ce que vous avez parlé d'extraterritorialité excessive, et c'est vrai. Mais à l'origine, avant que ça devienne excessif, pourquoi ? Plusieurs raisons. Il y a
un des arguments qui est très couramment avancé, c'est que on est face à une organisation de l'économie qui donne naissance à des groupes internationaux, et ces groupes internationaux, eh bien, ils sont assez insaisissables pour plusieurs raisons, et l'une des raisons, c'est qu'ils ont des filiales à qui ils donnent une autonomie qui pour certains n'a aucune réalité, mais qui permet en fait à des structures qui sont considérées comme sans réelle autonomie d'avoir une existence et donc de protéger la société mère contre des poursuites qui pourraient être faites seulement contre la filiale. Donc c'est dans cette démarche qui est très très à la mode en ce moment il faut faire sauter, comme disent les anglo-saxons, le voile de la personnalité morale pour aller vers les auteurs de comportements qui est vraiment répréhensible et lutter. C'est une autre question. Alors merci beaucoup, et c'était fait pour ça, c'était pour essayer de jouer un peu le bal-trap sur des choses qui paraissent parfois un peu évidentes. Alors j'ai entendu le mot, est-ce qu'il y a une justification? On vient de voir qu'il pourrait y en avoir parfois dans un certain degré, et j'ai entendu aussi... Enfin, les conséquences sont excessives, en effet elles le sont. Mais sur l'extraterritorialité, puisque c'est ça le point qui nous réunit aujourd'hui, c'est assez paradoxal parce qu'on constate qu'en France, la réaction la plus courante, c'est ces salopards d'Américains, ils font ça exprès pour nous embêter, pour nous prendre des parts de marché, et c'est manifestement de la géopolitique économique et du protectionnisme. Dans la réalité, c'est extrêmement difficile à prouver. Le seul, lorsqu'on a écrit cet ouvrage dont Jacques parlait, qui s'appelle « Deal de justice », deal comme faire un deal, on a fait des statistiques et on s'est rendu compte que dans tous les domaines, sauf un seul, j'y reviens dans une seconde, il était impossible de démontrer un biais protectionniste américain. C'est-à-dire que les grandes entreprises américaines sont soumises de la même façon, aux mêmes méthodes, et elles payent des sommes considérables. La seule exception, c'est la corruption. Et quand on pose la question aux Américains, ils disent « Oui, mais enfin, vous êtes gentils, nous, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on a des lois anticorruption que l'on applique, alors que vous, comme le soulignait Sophie Schiller, vous ne les avez non seulement jamais appliquées, mais il y a encore quelques années, c'était déductible officiellement dans votre compte d'exploitation. Donc, vous avez beaucoup de rattrapage à faire. Et du point de vue américain, voir le président Hollande, au moment des cérémonies de commémoration du débarquement, aller demander au président Obama « S'il vous plaît, tapez pas trop fort sur la BNP », c'est consternant. D'abord, d'imaginer que le président de l'exécutif va intervenir auprès du Department of Justice ou des autres autorités indépendantes pour dire « Non, non, mais Hollande m'a demandé gentiment, donc soyez sympa, enlevez quelques centaines de millions, c'est surréaliste. » Et ensuite, eux, ils ont absolument l'impression de faire « to do the right thing ». Voilà. Mais, comme disait Jacques, au niveau des conséquences, c'est sûr que quand on est l'entreprise concernée, c'est épouvantable. Sur le côté excessif, me vient en mémoire un dossier sur lequel nous avons travaillé ensemble il y a quelques années. Un des aspects excessifs, pour contrebalancer un peu ce que tu viens de dire, c'est le côté très difficile à appréhender pour les entreprises de la législation qui leur est applicable. La législation américaine, par exemple les sanctions contre l'Iran, ça a changé de façon quasi quotidienne. Donc pour une entreprise qui a des affaires, des filiales à gérer dans le monde entier, des contrats à gérer dans le monde entier, c'est extrêmement difficile de savoir si le 15 janvier, on est compliant ou pas. Donc là, il y a quand même quelque chose qui fait partie de cette démarche excessive. Et il y avait dans la salle, je ne sais pas s'il est toujours, je ne vois plus, mais enfin, le directeur juridique d'un groupe français qui a fait l'objet de sanctions. Je ne vais pas m'exprimer à sa place. Il est toujours là, il est quelque part dans la salle. Mais il y a un livre qui est consacré à cette affaire qui a démêlé tous les ressorts de cette affaire et qui démontre combien les autorités américaines se sont inscrites dans une stratégie qui a servi les intérêts américains plus que les intérêts français. Mais je ne voudrais pas parler excessivement de cette affaire-là. Mais enfin, en tout cas, il y a un livre qui a bien démontré tous les ressorts de cette affaire. Donc je crois quand même qu'il y a
Bien sûr, il y a un aspect de moralisation de la vie des affaires qui est nécessaire, mais il y a quand même des excès dans la démarche. Alors je vais revenir, je crois que François veut intervenir, et puis je poserai une question là-dessus à Mario Ziadi. François, nous vouliez... Moi, je vais mettre plus ses pieds dans le plat que le fait Jacques. Il y a quand même une étrange coïncidence entre l'entreprise qu'on vient de citer, en représentant un Qui n'a pas premier rang, cité. là. Je la cite pas non plus, mais il y a quand même une étrange coïncidence qu'elle ait subi des sanctions peut-être légitimes, hein, au titre de mauvaises pratiques en matière de lutte contre la corruption comme le CFIPA, mais ça l'a drôlement affaibli au moment où un partenaire étranger du même pays en a pris le contrôle pour la partie énergie. Donc voilà, on est quand même dans les choses excessives. Moi, je voudrais insister dans ce qui est excessif aussi, c'est le principe de l'extraterritorialité concerne plusieurs domaines, certes, hein. On parlait de la fiscalité, il y a des choses à dire sur la fiscalité, mais quand même le plus choquant, je trouve, c'est les sanctions économiques, parce qu'elles sont absolument unilatérales. Et la seule réplique possible, et là, ça sort de la position que j'ai prise, moi, d'avoir une position consensuelle de l'ensemble des entreprises au niveau mondial, mais dans ce domaine-là des sanctions économiques, on pourrait dire que fait l'Europe dans le contrepoids qu'elle pourra apporter aux sanctions économiques appliquées par les États-Unis. Et je vais tout à fait dans le sens de Pierre sur le fait que, et je parle au nom de la Chambre de commerce internationale, un de nos grands combats, c'est la lutte contre la corruption. Donc il n'est pas question et c'est vrai que en fait ce qu'on constate dans cette affaire-là, c'est le déséquilibre qu'il y a. Les États-Unis sont dans un certain nombre de domaines légitimes. La lutte contre la corruption, c'est parfaitement légitime. Les mauvaises pratiques d'entreprise, même si je les représente, doivent être condamnées, et on fait tout pour faire en sorte qu'elles s'améliorent. Mais la solution est dans un meilleur équilibre. Bon. La loi Sapin 2 va dans le même sens. Je ne te laisse pas aller si sur la solution. Je ne te laisse pas aller sur la solution parce que c'est après. Ah bon, d'accord. J'avais un dernier point, merci beaucoup et pardon de te couper comme ça. Un dernier point pour justement toujours rester sur ce point, Mario, lorsque l'on dit c'est excessif, on parle du droit, on parle du common law, là on parle donc du droit américain, on parle de ces excès. Est-ce que l'excès vient en effet vu de l'entreprise et de la manière dont elle peut recevoir ce type d'extraterritorialité, on va dire? Est-ce que j'entendais Pierre dire finalement c'est difficile de démontrer qu'il y a une vraie stratégie quelque part? On a quand même une petite tendance à penser, tout à l'heure quelqu'un évoquait, je crois, du ministère des Affaires étrangères et évoquait qu'il y a quand même une manne économique à la clé, aussi bien du fait qu'il y a une profession du droit en général qui parfois est même plus payé que dans des environnements latins ou continentaux. Il y a un niveau de sanction qui n'est pas le même et qui est récupéré par des institutions gouvernementales. Donc, est-ce que tout ça, dans ces excès, alors même si on n'arrive pas totalement à démontrer, on a quand même une sensation d'une sorte de stratégie, en tout cas bien organisée, et de se dire que le common law, finalement, pour se développer, est bien plus tactiquement intelligent que n'a pu faire le civil law, si j'ose le dire comme ça. Et donc concrètement, Marie-Aude, ces excès, tu les vis comment, j'allais dire? Je vais répondre à ta question, mais je voulais rebondir peut-être si j'ai quelques sûr. minutes sur ce qui a été dit avant. J'avais juste deux choses à dire. Jacques parlait abondamment de la sécurité juridique et je voulais simplement dire qu'effectivement, à mon sens, indépendamment des excès, qui sont des excès, bon, mais qu'il faut subir parce que c'est comme ça et que moi, à titre personnel, je cautionne évidemment cette moralisation des affaires. Donc après, il faut subir les conséquences. Je voulais dire que la réalité pratique, quand je parle à ma direction générale et qu'on réfléchit ensemble, notamment à la CJIP, donc la Convention judiciaire d'intérêt public qui a été créée avec la loi Sapin 2, c'est quel intérêt pour mon groupe d'aller signer en France une convention de cette sorte, hein, qui est l'espèce d'équivalent du DPA américain, quand, et eux, c'est des hommes rationnels, hein, non juristes, ils me disent, mais moi je regarde les condamnations égales à 0 en France, sur 10 ans, pourquoi j'irais signer un deal à 700 ou 300 ? Bon, le seul exemple que l'on a est quand même
avec la banque HSBC, un exemple assez significatif. Pourquoi j'irais signer un espèce de DPA en France face à des juridictions qui n'ont pas sanctionné ou qui sanctionnent de manière très peu significative les actes de corruption. Donc je voulais simplement dire qu'en ce sens, je rejoins ce qu'ont dit, je crois, Pierre et les autres panélistes, qui est qu'il y a quand même, à mon sens, un besoin en France qui est d'élever, si on peut dire, les sanctions, parce que tant que les juges ne sont pas dans le jeu et ne sont pas prohibitifs, c'est un peu compliqué d'aller vendre auprès de nos entreprises le fait que, éventuellement, dans des cas qui pourraient s'y prêter un jour dans le futur que je ne souhaite pas, ces conventions sont plus intéressantes. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque les sanctions sont tellement prohibitives, comme le rappelait Pierre, que là, la question se pose beaucoup moins. Donc il y a quand même un vrai jeu, effectivement, de compétition économique et juridique à mettre en place. Je crois que ça ne suffit pas de créer la CGIP et la FA. Il faut que derrière, tout le système judiciaire suive. Sinon, ça n'a pas trop de réalité pratique pour nous, les entreprises. La deuxième chose que je voulais dire... Je l'ai perdu en route, donc je vais répondre à ta question. Pardon. Mais je pense que c'est parce que je m'étais noté sécurité juridique et puis la CGIP, j'ai fait un petit peu un 2 en 1. Sur la stratégie, écoute, moi je me prononcerai pas donc sur le fait qu'il y ait ou pas une manne politique, géopolitique qui viserait finalement à punir les grands groupes français comme le mien. En revanche, comment est-ce que moi je le vis au quotidien ? Effectivement, ça nécessite en interne une très grande préparation, à la fois en amont, donc on fait des modules de formation systématiques de plus en plus élevés. On parlait de l'ensemble des lois qu'il faut effectivement connaître, qu'il faut ensuite faire appliquer dans toutes nos filiales. Ça fait déjà pas mal de boulot en interne. Il faut ensuite que nos fournisseurs et nos sous-traitants et nos clients soient eux-mêmes compliant. On en a parlé un peu, mais ça c'est aussi un boulot énorme pour nous parce qu'on doit faire des due diligence qui sont de plus en plus élevées et fastidieuses. Et pour tout vous dire, c'est encore compliqué. On n'a pas assez de monde en fait pour être en mesure pour l'instant de répondre à ces nouvelles obligations. Donc il y a un travail interne de préventif qui est énorme. Et puis, ce qui me concerne, puisque moi, les affaires m'arrivent quand elles sont plutôt contentieuses, donc, il y a aussi un travail de sensibilisation que je fais régulièrement et pour être en mesure après de faire face. Quand les investigateurs, ça dépend effectivement du pays en question, mais que ce soit les OPJ, on a malheureusement vécu 2 perquisitions très importantes chez Areva, Orano ces dernières années, des downraids des autorités de la concurrence. Demain, moi, ce que je fais, c'est que je prépare mon entreprise à une descente possible de l'AFA. Et ça, c'est du travail aussi, parce qu'il faut qu'on réfléchisse avec nos différents partenaires, conseils, y compris avec l'AFA, à la meilleure façon d'envisager ces descentes que l'on a vécues avec certaines autorités étrangères, qu'on va devoir cumuler avec des descentes potentiellement françaises. Et le tout dans un climat d'insécurité juridique qui est quand même fondamentalement lié pour l'entreprise et pour les dirigeants qui doivent in fine donner les go, no go pour payer ou transiger, qui est quand même in fine lié à l'insécurité du non bis in idem. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, mais je ne suis pas en mesure, moi, de leur dire si on signe ce truc-là dans tel pays, on ne va pas payer à nouveau dans un autre. Et ça, c'est quand même l'entreprise, que la poche sorte d'ici ou de là, ça reste la poche de l'entreprise. Et ça, je crois que c'est pas très souvent bien. Et donc, eux me disent, mais moi, je m'en fiche du guichet. Tu me dis, s'il faut qu'ils se partagent l'amende, on est ravis, mais on ne va pas payer à guichet multiple. Et ça, c'est vraiment la complication et l'inquiétude de nos dirigeants, en tout cas chez Orano. Absolument. Donc je pense et merci beaucoup pour ce témoignage. Donc je pense qu'on va en arriver à justement, j'allais dire un peu la série de et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut bien faire finalement dans tout ça ? Donc tu l'as évoqué en disant il y a des sensibilisations, il y a des préparations, il y a surtout de bien connaître un certain nombre de lois qui existent. Alors du coup j'ai entendu plusieurs choses et j'aimerais bien vous faire tous réagir sur ces questions. Donc déjà le non bis in idem, en effet, l'AFA a évoqué à plusieurs reprises je cite l'AFA parce que c'est une des dernières institutions, on va dire récentes sur ces domaines et qui a elle-même indiqué qu'elle souhaitait élever ses exigences pour démontrer justement que certains régimes anglo-saxons n'auraient peut-être plus besoin justement d'intervenir. Pour le coup, le parquet français ne s'est pas positionné sur cette question pour dire que nous aurions l'opportunité de faire une transaction. Le parquet américain non plus. Et le parquet américain non plus. C'est notre inquiétude. Absolument. Est-ce que là-dessus, quelqu'un d'entre vous veut réagir, j'allais dire, sur cette question, Sophie ? Oui, sur la
la réponse est de façon générale sur la réponse apportée par la loi Sapin II. La loi Sapin II était clairement une nécessité, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle a constitué une bonne réponse à tout ça? J'en suis pas si sûre. 2 raisons. La première sur laquelle je passerai rapidement et la seconde qui me paraît encore plus grave. La première, c'est que ça a été présenté comme étant une réponse à ces poursuites. Oui, c'est bien joli, mais pour que ce soit une réponse, il aurait fallu vraiment se mettre d'accord avec ceux qui poursuivaient pour dire que comme on a porté cette réponse, eh bien les autres n'auraient plus leurs attaques. Stéphanie, tu citais la réponse de l'AFA, mais c'est pas l'AFA qu'il faut écouter, bien sûr, hein, comme ça a été dit, c'est les autorités américaines. Est-ce qu'à un instant, il y a eu une démarche vis-à-vis d'autres autorités nationales pour dire qu'à partir du moment où nous poursuivrions, est-ce qu'ils arrêteraient de poursuivre? Jamais. Est-ce qu'ils ont eu la démarche d'aller interroger? Jamais. Il n'y a même pas eu une démarche qui aurait été légitime, vu notre organisation politique, qui aurait été une démarche européenne. Est-ce que déjà, si on avait fait une coordination entre pays européens, et donc si on était poursuivi en France, on ne serait pas poursuivi ailleurs? Même pas. Donc, première carence de cette réponse à des attaques excessives, comme ça a été identifié au début, c'est que ça n'a pas été négocié comme étant une réponse. Et donc, en aucun cas, on ne pourra s'en prévaloir, compte tenu de la situation juridique aujourd'hui, comme étant une réponse. Et le principe non bis in idem, c'est clair, et la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit très clairement, ça ne constitue pas une application de ce principe de pouvoir se prévaloir d'une sanction dans un autre pays si on est poursuivi en France, aux États-Unis ou quoi que ce soit. Donc, la réponse est non, on ne pourra pas se protéger. Et la deuxième faiblesse, qui me semble encore plus grave, de la loi Sapin II, c'est son domaine d'application. Son domaine d'application est le champ des sociétés concernées. Alors, les champs des sociétés concernées, on parlait à plusieurs reprises de la complexité de ces questions. La détermination du champ des personnes concernées par la loi Sapin II, c'est juste diabolique. On a tenté, a été distribué dans les différents documents là, une revue qu'on publie hier, aujourd'hui, demain, je sais pas quoi, sur ces sujets-là, donc sur anticorruption, vigilance, et où on consacre de nombreuses pages à cette question: qui est concerné par ces lois? Alors, pour faire très court, il y a une chose qui est sûre, c'est que le critère, c'est siège social en France. Donc, que ce soit Sapin 2 ou vigilance, le critère sur lequel tout le monde est d'accord, c'est siège social en France. Pour revenir de façon un peu plus précise sur Sapin 2, c'est donc le siège social de la société mère qui est en France. Donc, si vous avez un groupe dont la société mère est à l'étranger, il ne sera pas visé par Sapin 2, sauf si, en dessous de la société mère française, vous avez les conditions d'application de Sapin 2, c'est-à-dire les critères en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que contrairement aux autres textes qui ont été cités, hein, le Bribery Act, le texte américain, qui concerne tout ce qui se passe sur le territoire américain, sur le territoire anglais. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a attrapé par les oreilles nos sociétés. Et j'ai repris les travaux préparatoires parce que je me suis dit, mais à quel moment s'est sortie cette histoire? Parce que quand même, ils n'ont pas pu ne pas s'en rendre compte. Moi, je l'ai dit 2000 fois, mais jamais on m'a écouté. Et jamais c'est arrivé jusqu'aux travaux préparatoires, parce que ce qui est incroyable, c'est que dans le texte d'origine, c'était pas prévu comme ça. Dans la première version du texte, on prévoyait de s'appliquer à toutes les sociétés qui avaient une activité sur les territoires français. Et puis petit à petit, dans les travaux parlementaires, il y a eu une dérive, je ne sais pas bien comment, j'ai passé quelques heures là entre hier et aujourd'hui à chercher, mais je ne l'ai pas trouvé. À quel moment on est arrivé à ce champ d'application qui est déterminé par le siège social de la société sur le territoire français? Et quand on regarde l'étude d'impact, on voit nos parlementaires qui sont très fiers d'eux, qui dit « Cette démarche s'inscrit dans un contexte international porteur, puisque nos homologues britanniques et suisses ont déjà mis en œuvre des législations dans ce domaine, qui trouvent déjà à s'appliquer aux grandes entreprises françaises. » Donc ils disent « Génial, nos entreprises françaises qui faisaient déjà l'objet de poursuites par des Britanniques et des Suisses, eh ben nous, on va leur retaper un petit coup sur la tête. » Mais de se dire qu'on aurait pu se
rédiger un champ d'application qui vise des entreprises qui étaient des entreprises ayant leur siège social à l'étranger, mais ayant une activité en France, non. Et là, il y a vraiment un très fort regret, à mon avis, sur la réponse, et sur la réponse par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. Merci, un très bel exemple de ce qu'on aurait pu réussir et finalement pas totalement réussi. J'ai 3 choses qui me viennent par rapport aux discussions que nous avons eues. On va les traiter puisqu'on arrive à la fin de notre superbe panel. Une qui va être une réponse qui sont les chambres internationales, les chambres commerciales. Donc Jacques, je pense que ça serait bien que tu nous en dises un mot. Je pensais, Pierre, peut-être la question de la Discovery Action. Pierrick nous en a parlé un petit peu tout à l'heure, a effleuré la question. Est-ce qu'il y a un moyen de répondre à ça? Est-ce qu'il y a un moyen de se dire qu'il y a un moyen, j'allais dire, de contester ça ou de trouver une solution pour l'éviter? Et peut-être que Mario aura des idées concrètes. Et puis on laissera la parole à la fin à François qui nous dira les propositions qu'il compte faire aussi sur ce sujet, si ça vous va. Jacques, sur les chambres internationales, que peux-tu nous dire? Merci Stéphanie. Écoute, c'est une actualité brûlante puisque, comme tu le sais, on a lancé la juridiction commerciale internationale le 13 décembre à la Cour d'appel de Paris avec Paris Place de Droit. Donc, Paris Place de Droit, c'est une association qui regroupe la FJE, ICC, le Cercle Montesquieu, le Tribunal de commerce, le Barreau de Paris et quelques autres qui, poursuivant l'initiative de Dominique de la Garandrie, que je souligne, qui, il y a 20 ans, avait souligné l'importance de promouvoir la place de droit de Paris, nous avons voulu, en 2015, en créant cette association, porter la place de droit de Paris à l'international comme grand forum de règlement des litiges. Et on travaille dessus depuis 2015, comme tu le sais, et on a été très poussé par le rapport de Guy Canivet, qu'il a rédigé au comité juridique de la place financière de Paris, qui, de façon très courageuse pour un magistrat français et décisive, compte tenu des fonctions qui ont été les siennes et du grand crédit dont il jouit dans la magistrature française, Canivet propose de créer en France une juridiction commerciale internationale en proposant à la magistrature française de faire un peu une révolution culturelle, de considérer que être un forum de règlement des litiges, ça a aussi des enjeux économiques, ça implique aussi d'aller se battre à l'étranger pour vendre sa place de droit, et ça implique aussi de faire la place à des outils étrangers, à une culture étrangère, et donc d'abandonner une culture profondément galliciste qui était la culture traditionnelle de la justice française, en faisant, et ce sera désormais possible à partir de demain matin, puisque les protocoles seront signés demain en présence de la garde des Sceaux, nous pourrons, à partir de demain matin, devant le tribunal de commerce, puis devant la Cour d'appel de Paris, utiliser des pièces en langue anglaise, sans que la traduction soit obligatoire. Nous pourrons, à partir de demain matin, utiliser tous les moyens procéduraux du Code de procédure civile qui sont souvent totalement oubliés par les praticiens du droit, qui permettent notamment d'entendre des témoins et de cross-examiner des témoins. Donc on va faire quelque chose d'absolument horrible jusqu'à présent devant la juridiction française, qui est celle de faire des cross-examinations de témoins. C'est permis par le Code de procédure civile et on va donc utiliser les outils du Code et ça sera promu par la justice française à partir de demain matin, puisqu'on va signer des protocoles avec la Cour d'appel pour rappeler à tous les praticiens tous les articles du Code qui permettent l'utilisation notamment de l'audition des témoins, et ça pourra être fait en anglais. Donc c'est un progrès considérable pour la justice française et les décisions. On est encore sous l'empire de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, donc on aura des décisions qui seront toujours rédigées en français, mais elles seront automatiquement traduites en anglais. Donc la barrière de la langue n'est plus désormais une vraie barrière devant la juridiction française. Et c'est d'autant plus important qu'en France, on a une culture, c'est un peu prétentieux à dire, mais une vraie culture d'excellence scientifique. Même le professeur, qui est le fruit de 8 siècles d'université de très haut niveau à Paris, qui est le fruit aussi d'une pratique
du droit international grâce à l'arbitrage, François, qui permet à Paris d'avoir une communauté de juristes de très haut niveau qui sont habitués à jongler de façon quotidienne entre différents systèmes juridiques et qui fait qu'un juriste d'entreprise à Paris, un juge au tribunal de commerce à Paris, un avocat à Paris, il n'est pas de façon quotidienne en train de manier son code civil, mais il sait aussi pratiquer le droit brésilien, le droit chinois, le droit japonais, etc. etc. Et c'est une vraie force de la place de droit de Paris. C'est ce qu'on essaie de vendre avec Paris Place de Droit. Et donc, à partir de demain matin, mesdames et messieurs, les juristes d'entreprise, vous pourrez faire trancher vos litiges internationaux à Paris avec un personnel juridique de très haut niveau qui est celui dont nous bénéficions en France et des outils procéduraux qui seront désormais adaptés aux enjeux du commerce international. Et je crois que c'est une très très bonne chose et je vous invite tous à partir de demain à en assurer la promotion. Voilà. Donc tu veux dire concrètement, il va falloir que nous négocions de manière très ardue avec tous nos partenaires pour leur expliquer que mieux vaut que tout ça se passe devant nos chambres commerciales. Donc à nous maintenant le job de démontrer tout ça. D'autant plus que c'est un détail, mais c'est gratuit. Ah, évidemment, on leur expliquera que nos avocats et notre système judiciaire est à la fois bien plus excellent et surtout moins cher. Les institutions sont gratuites, et alors, tu vas passer la question peut-être à Pierre après, mais la Discovery, on appelait la Discovery en France, mais on a l'article 145 qui est quand même un cousin gaulois de la Discovery. Alors c'est pas exactement la même chose, mais c'est beaucoup moins cher que la Discovery quand on parle avec des confrères américains pour qui une Discovery peut coûter des centaines de milliers de dollars. Un article beaucoup plus, voilà, des millions. Un article 145, ça coûte quelques milliers d'euros d'avocats et quelques centaines d'euros de frais d'huissier. Tu m'offres la transition parfaite, Pierre, sur cette Discovery. Peut-on résister à la Discovery, à la procédure américaine? C'est sûr qu'on a envie de dire à l'entreprise française, résiste, prouve que tu existes. Ce droit n'est pas le tien, viens. Et persiste. Mais on ne peut pas lui dire ça. On ne peut pas parce que ce sont des procédures de coopération. Donc à partir du moment où l'entreprise accepte de coopérer, elle se prive des moyens d'utiliser des arguments de droit ou de procédure pour s'opposer à ce qui lui est demandé. D'ailleurs, ce n'est pas de la discovery, puisque c'est l'entreprise elle-même qui, par ses propres avocats qu'elle paye elle-même, va chercher les preuves de son comportement. Je vais vous donner un exemple dans un dossier dans lequel je suis intervenu. Il y avait une conférence téléphonique organisée. Il y avait 3 autorités américaines, le Department of Justice, le Department of Financial Services, la Federal Reserve et peut-être une 4e. Il y avait 3 cabinets d'avocats et le seul objet de cette conférence téléphonique était pour que les autorités américaines puissent poser à une personne, votre serviteur, une question: sur quel fondement avez-vous conseillé à votre client de ne pas nous transmettre telle information? Et donc vous voyez bien qu'on est en dehors de tous les clous procéduraux, complètement. C'est un coup de téléphone qui s'adresse à un avocat étranger, français, en disant: expliquez-nous pourquoi vous donnez tel conseil à un client. Voilà. Mais on coopère. Si vous dites objection, Your Honor, d'abord il n'y a pas Your Honor parce qu'il n'y a pas de juge, et ensuite l'objection est irrecevable. Donc non, vous êtes, une fois que vous êtes dans la seringue, vous suivez et vous payez des millions de dollars pour trouver vous-même les preuves de votre turpitude pour qu'on puisse ensuite vous imposer des transactions à des centaines de millions de dollars. C'est beau, non? C'est superbe. Marie-Aude, comment fait-on? Qu'est-ce que l'on essaye de faire chez Orano? Je veux juste préciser, parce que évidemment, ça peut biaiser un peu mon point de vue. Moi, je suis ancienne arbitragiste, je suis avocat français, mais j'ai commencé en arbitrage international. Donc, effectivement, c'était mon quotidien et la Discovery également. Je voudrais justement, du coup, pouvoir le dire avec d'autant plus de confort que oui, bien sûr que on peut mesurer la Discovery. Alors, on peut la mesurer, on peut l'anticiper. Donc, nous, notamment dans nos clauses de dispute resolution, on fait très attention dès lors que nous avons réussi à conclure une clause d'arbitrage. Si le co-contractant est un common lawyer ou en tout cas établi dans un pays de common law, nous faisons expressément référence aux IBA rules, par exemple, qui vont nous donner cette mesure qui est fondamentale et qui va nous permettre de gagner, ou en tout cas de ne pas perdre autant d'argent que si nous avions vécu la discovery de base de l'arbitrage international. Donc,
Les moyens, ils existent en amont. On fait très attention dans nos clauses de différend de prévoir et de signer mutuellement des choses qui vont rester dans l'ordre du raisonnable. On le fait également lorsque nous n'arrivons pas à négocier une clause d'arbitrage, notamment dans les petits litiges internationaux. La politique chez nous, c'est que le principe, c'est l'arbitrage international, mais j'ai entendu avec grand intérêt le speech de Jacques, donc je vais m'y plonger. Mais pour le moment, la politique interne, c'est de dire litige international, arbitrage. Sauf pour les petits litiges, moins de 2 millions, où on peut envisager, mais ils doivent d'abord quand même passer par mon département, une juridiction étrangère, avec un certain nombre de critères pour s'assurer qu'on ne va pas n'importe où. Chez Orano, on a des business dans des pays quand même assez exotiques, donc on ne peut pas non plus se permettre d'accepter d'aller devant des juridictions de pays qui sont avec des systèmes judiciaires qui ne sont pas suffisamment fiables, voire corrompus, mais je ne l'aurais pas dit, je n'ai cité aucun pays. Et donc dans cette mesure, et lorsque nous avons une négociation qui conduit finalement à ne pas pouvoir échapper à une juridiction étatique étrangère, si cette juridiction est une juridiction d'un système de common law, je fais à nouveau attention et je m'assure dans la clause qui va être signée que la discovery, le jour venu, sera mesurée entre les avocats, avec des fois on donne carrément des seuils, voire on prévoit un partage des frais, parce qu'on sait que ça va coûter cher. Et enfin, tout ça pour dire qu'il y a des moyens de mesurer, en tout cas de faire en sorte que cette discovery soit pas excessive. Après, moi, je suis arbitragiste et je fais suffisamment d'arbitrage pour dire que c'est aussi un sublime moyen pour nous. Effectivement, il faut être aussi honnête. Je crois que toute la journée, le thème était civil law, common law. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que justement, l'arbitrage est un savant mélange des deux, avec les techniques des deux systèmes, qui amènent à une justice qui est intéressante. Donc, la discovery, elle peut nous arranger, évidemment. Et je trouve ça formidable de pouvoir l'utiliser. Simplement, il faut la mesurer. On parlait d'excès. L'excès, il est dans le coup. Donc, savoir comment la cantonner et savoir comment... Dans la démesure de certains de nos avocats adverses common lawyers qui ont cette habitude, effectivement, vraiment, c'est une habitude ancrée de demander, je pense, 10 fois plus que ce que nous demanderions, nous, en demande. Voilà, c'est culturellement une approche différente des grande différence. Merci beaucoup. François, un mot de la fin en synthèse, parce qu'on a déjà beaucoup dépassé. Si on peut le faire court. C'est pas mon genre. Justement, je le demande. C'est pas un mot de synthèse, moi c'est simplement de compléter ce qui a pu être dit, c'est-à-dire les recommandations auxquelles nous avons pensé à la destination des gouvernements pour réduire l'insécurité juridique et les coûts. Un certain nombre sont des propositions de bon sens. C'est restaurer le principe de courtoisie internationale, ce qu'on appelle en anglais le droit international, l'International Committee, et le principe de modération. C'est limiter l'application des normes extraterritoriales à un lien substantiel et prévisible avec le territoire. Nous ne voulons plus entendre des affaires comme l'affaire Morrison, dont on a parlé tout à l'heure, qui en droit de boursier américain a été recevable, mais heureusement la Cour suprême est intervenue par la suite, qui n'avait pas beaucoup de lien avec le territoire américain. Inclure aussi, pour la clarté, une définition précise du champ d'application territorial des législations avec un système d'exemption et qui soit aussi précis que possible. C'est encourager la reconnaissance mutuelle. Ça, c'est dans un tas de domaines. On a beaucoup d'efforts à faire. Je pense en particulier, pas uniquement au domaine du droit de la concurrence, où on a un réseau d'autorités de concurrence au niveau national qui sont peu coordonnées entre elles, sauf par le International Competition Network, mais qui, de ce point de vue-là, recueille plus ces bonnes pratiques et cherche à appliquer le principe de reconnaissance mutuelle qui pourrait bien en conduire à des réductions de coûts importantes. Respecter, on l'a déjà dit, le principe de non bis in idem, pour les mêmes faits, ne pas avoir la double peine. Prendre en considération les intérêts des tiers, là aussi c'est les excès de certaines applications extraterritoriales. Il y a des acteurs économiques qui n'ont pas à souffrir des sanctions économiques que d'autres peuvent avoir, je l'avais évoqué. C'est développer les consultations préalables et la coopération entre les États, application AFA, on a cité tout à l'heure, qui n'a pas fait le job de ce point de vue-là. Et je terminerai en disant que c'est surtout, et ça c'est bien dans la vocation de la Chambre de commerce internationale, c'est de privilégier le dialogue, les organisations intergouvernementales et les forums mondiaux.
je pense à l'OCDE, qui pratique le principe non bis in idem, et le G20, qui est une instance de gouvernance mondiale peut-être nouvelle, comme lieu de discussion et d'action pour limiter l'extraterritorialité. Voilà, et c'est ce qu'on voudrait, c'est avoir un langage, une parole unique au niveau mondial de la part des entreprises pour aller porter cette bonne parole aux Nations Unies, au G20. Je vous dis pas que c'est forcément gagné, parce que j'ai fait cette présentation à une réunion internationale de la Chambre de commerce internationale et mon collègue américain m'a dit c'est non-US paper. Anti-US paper plutôt. Donc voilà, c'est pas encore gagné, mais j'espère qu'on va y arriver cette année. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci à ce panel extraordinaire. Un vrai plaisir. Beaucoup à la fois de connaissances, de créativité, de réactivité. Donc merci beaucoup. Et puis nous continuerons tout au long de l'année. Merci. Et je passe la parole à Marc pour le 3e panel.